Mon nom, c'est Friedrich Oehmichen, mais je suis plus connu sous le nom Fred Oehmichen. Je suis né en Allemagne, près de Dresden, dans une petite ville au bord d'une grande fleuve, de Elbe. J'étais un père professeur à l'école publique du village, mais je suis né dans l'année 4 mai 1928. Et mon enfance, j'ai passé pour le moitié dans la guerre. Moi, je suis même forcé de participer à la guerre comme soldat. Et quand je suis revenu, mon père était pris par les Russes à une camp de concentration. Et moi, j'étais responsable d'enlever mes 3 petits frères avec ma mère pour 3 ans. Pour 3 ans, je me consacrais à cette tâche-là et j'ai travaillé à une ferme pour trouver de nourriture pour ces 3 petits-là. Je me posais des questions de quoi faire et moi j'étais intéressé aux plantes, aux vies végétales. Nous habitons à bord d'une grande forêt et je suis grandi dans cette forêt, si vous voulez. Là. Et une expérience intéressante était quand mon grand-père est décédé à 1936. Ma mère a inhérité une collection de plantes alpines. Et ça m'a fasciné. Cette plante, c'est différent et spécial. Et ça, c'est peut-être m'a influencé de chercher comme première profession l'horticulture. Et pas très loin de nous, il y avait une institution scientifique en horticulture qui faisait l'hybridification de tomates, de fraises, de pommes et d'autres plantes. Et moi, je fais une formation en horticulture pratique comme jardinier, avec un diplôme comme jardinier. Et après, j'ai travaillé aussi dans une institution scientifique, une école forestière, dans le département génétique. Et je fais la pollinisation, l'élevage des semis, les greffes des arbres hybridés. Mais c'est le régime sous lequel on vivait à l'époque, c'est des communistes, on est occupé par l'armée russe. Et je suis devenu plus en plus en conflit avec le système. À un moment donné, j'étais forcé de quitter le pays. J'ai traversé la frontière avec une guide pendant une nuit très foncée vers l'Allemagne de l'Ouest. Là, je n'avais plus de chance de continuer mes travaux. Ça prendrait un doctorat en Allemagne de l'Ouest pour faire ça. Et par de bonnes circonstances, j'ai trouvé finalement un emploi avec un architecte paysagiste très fameux qui était un disciple de Dr. Karl Förster, qui a laissé son nom à la fameuse Calamagrostis Karl Förster. Et je suis devenu son jardinier, plus tard son contremaître. Mais je n'arrivais pas de faire des études. Il y a trop d'achalandage à l'université. Donc j'ai quitté l'Allemagne, je suis allé en Suisse. Et j'ai appris là, fait un apprentissage en utilisation de pierres naturelles. J'ai laissé là mon premier grand œuvre là. Et j'ai fait j'ai emballé, si vous voulez, 2 maisons à Genève avec des pierres naturelles. Ça m'a pris tout un été, là. C'est une œuvre, chef-d'œuvre qui va rester probablement plus longtemps que moi, là. Mais après, pendant ce temps-là, j'ai passé 3 ans sur la route avec un sac à dos, là, avec 2 autres amis. On a exploré la France du Sud, au sud de la France et l'Italie. Jusque j'ai eu une possibilité de trouver une place à un collège en horticulture à Bel-Air. Et là, j'étais capable de faire un bac en architecture de paysage. Et j'ai continué pour faire une maîtrise en architecture de paysage et en même temps, et comme sujet secondaire, urbanisme
et journalisme. Mes premiers travaux en architecture de paysage, ce n'était pas des projets, c'était les publications sur l'architecture de paysage. Après mon diplôme, j'ai travaillé dans un bureau très fascinant en planification régionale et urbanisme. Et comme freelancing, j'ai travaillé comme journaliste pour des revues en faisant des travaux, des propositions sur l'aménagement des jardins, de différents thèmes. Donc, je fais des dizaines ou de centaines de plans de plantation sans que j'ai exécuté une plan de plantation. C'était peut-être un peu unique là. J'ai commencé à être architecte paysagiste sur le papier, mais pas en pratique. En pratique, j'étais planificateur régional et je fais des grands projets régionaux et urbains. Là. Après 4 ans, venait le moment de décider quoi faire maintenant et l'idée m'est venue de faire un voyage autour du monde, à l'époque avec bateau, pour voir, pour explorer, apprendre comment les collègues en Japon et aux États-Unis résoudre les problèmes. Moi, j'étais confronté à mon travail en Allemagne. Là. Je suis jamais revenu en Allemagne. Par tous mes voyages et ma pratique aux États-Unis, j'ai avait des contacts avec des différents professionnels américains aussi là. Et, euh, et j'ai pensé, on devrait profiter de toute cette compétence-là. Et j'ai invité une après l'autre euh, pour donner une séminaire d'une semaine. Là. Et ça, c'est comme ça a commencé les formations continues. Là. On a J'ai invité Denkaili Kinoshita qui a fait la place Bonaventure, Kudnowski qui a fondé une école d'architecture de paysage privée aux États-Unis. Des gens assez compétents. Là. On a fait ces grands séminaires sur l'aménagement de berges à Montréal. J'ai invité tous les experts de l'Université de Montréal et de l'Université McGill sur ces jeux-là, sur ce sujet-là. Et l'autre préoccupation de ma part était aussi de faire la connexion avec les pratiques, avec les assesseurs de paysagistes. Et c'est moi qui fais les connexions avec eux. J'ai arrangé qu'on a participé à leur réunion annuelle. On a présenté des curriculums vitae de de nos étudiants qui cherchent un travail pour l'été. Et comme ça, les paysagistes, on l'a engagé. Et souvent, ça finissait avec un engagement après les études permanent. Bon, mais à côté de l'enseignement, j'ai travaillé aussi comme architecte paysagiste, sans avoir un bureau. Les bureaux étaient de temps en temps dans l'école avec les étudiants. Et il y a une situation à Québec, je fais le parc Forillon, mais comme architecte paysagiste, on ne connaissait pas les graminées, on n'était pas encore si ouvert, mais l'ouverture la plus grande était en Ontario. Mes premiers, non, les premiers projets, c'est le projet, je suis peut-être probablement le plus fier aussi, là, c'était Jardin de Laval à Floralie, international ici à Montréal. C'était les grandes points de tournage pour l'horticulture, pour l'architecture de paysage, parce que à partir de ça, on a appris qu'est-ce qui est rustique ici et qu'est-ce qui n'est pas rustique ici. Ça c'est toute une autre histoire. Là. Et là, j'avais la bonne chance d'avoir
une sponsor, c'est la ville de Laval, qui cherchait un jardin représentatif là. Donc, je l'ai gagné contre les autres compétitions parce que j'avais introduit deux grandes L dans mon aménagement. Ron Williams m'a demandé l'autre jour, mais qu'est-ce que c'est ton L? Je n'ai jamais vraiment vu là. Je dis, oui, mais tu dois voir mon plan. Sur le terrain, tu ne le vois pas. Mais les grandes chances étaient aussi, cette année-là, le douane du Canada a levé toutes les restrictions. On pourrait importer n'importe quelle plante de n'importe quel pays sans passer au travers le phytosanitaire. So, moi, j'ai profité de ça. Comme j'ai travaillé avec Carl Foster et j'ai travaillé avec une bonne connaissance des plantes vivaces, je savais qu'est-ce que je cherche là. So, j'ai importé des tonnes de plantes vivaces et des tonnes de graminées aussi. Là. Et pour aménager mon jardin, et Perron a importé le même type de plantes, la même quantité pour sa production aussi. Là. So, ce jardin de Laval était pour moi une occasion pour présenter différentes idées. La première était montrer les possibilités de marier les éléments inertes avec les végétaux pour jouer des différenciations écologiques. C'était en principe un terrain plat, mais j'ai excavé une lac, une étang, et avec les matériaux d'excavation, je fais un monticule sec. On avait toutes les transitions entre aquatique, marécage, humide et sec. Troisième aspect, d'introduire une plante qui n'est pas encore sur le marché ici, les graminées. Les graminées, ce sont des Européens qui sont fascinés par les graminées parce que nos rêves est de voir les prairies. L'Europe, c'est un continent de bois, de forêt, mais ces grandes prairies d'un horizon à l'autre où on marche sur le cheval, les buffalo, les indiennes, tout ça. On a joué indienne et trappeur là, quand on est petit. Là, ça, on rêvait de passer au travers cette champ, cette mer des graminées. Là. Et quand j'arrivais ici, j'ai vu avec mon grand étonnement, les graminées, l'Américain n'appréciait pas parce que c'était trop commun, peut-être pour eux là. En tout cas, comme les graminées sont déjà un peu en vogue en Europe, là, j'avais une chance d'importer une bonne collection de graminées ornementales et les tester ici par rapport de la rusticité et par rapport aussi de l'utilisation. Là, on a commencé avec Sandra ici, sur ce terrain-là, de les planter ici et de faire ces tests-là. C'est assez intéressant. Les propriétaires ici étaient M. Van der Henden, le monsieur le botaniste qui a créé les jardins botaniques à Québec. Là. On est arrivé ici à 85, 1985, oui. Le lien de la pépinière avec la profession était toujours assez étroit. D'abord, j'étais architecte paysagiste, Sandra aussi. On savait pourquoi on propageait, on pourrait faire, on voudrait faire avec les plantes. Moi, je suis tellement convaincu qu'on habite peut-être les planètes les plus merveilleuses de notre univers. Là. Et les sociétés
n'est pas capable d'être conscient de ça, d'accepter ça, et de intéresser comme il faut, de préserver cette merveille de planète et de vraiment faire un effort de cohabiter avec tous les autres vivants, qui de partager cette planète, mais d'une façon juste avec tous les autres vivants qui sont encore présents ici, là. Pour le paysagiste, j'ai peut-être le message là, que, pour l'architecte paysagiste, pour le jeune, qu'ils n'oublient jamais, ils sont toujours conscients que l'architecture de paysage est la profession privilégiée qui travaille avec le matériau vivant, la profession en design, le seul en design qui travaille avec les matériaux vivants. Et c'est une grande responsabilité, une grande défi, et ça demande que si on est conscient de ça, que on doit faire concentrer l'effort de maîtriser ce matériau, de connaître ses potentiels, explorer ses potentiels, connaître ses exigences-là, et explorer sa capacité au potentiel artistique là, pour rendre notre univers, notre milieu plus beau, plus persistant qu'avant.